Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je ne sais même plus, on est le 54e, 55e épisode. Bref, on avance bien, on continue à sortir d'épisodes semaine après semaine. Et ça c'est le meilleur, on a voulu changer un petit peu, pour une fois c'est moi qui fais l'intro. Oui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Parce que apparemment mon intro est toujours la même et ça ne va pas. Donc franchement au mot près c'est exactement la même à chaque fois. Je me dis les gens ils vont penser qu'à chaque fois ils mettent le même épisode en boucle. On est content de vous retrouver pour ce 55e épisode. Ah, j'y étais bien. Épisode un peu spécial d'ailleurs, parce qu'on a décidé de faire un point sur notre milieu d'année. Sur l'année 2024, ouais. Qui est longue, extrêmement longue. Si premier mot, un peu longué, effectivement. Mais on a plein de choses à dire, plein de retours à faire, donc je pense que ça va être super cool. Ouais, et puis en plus on a deux petits sous-sujets qui étaient peut-être pas assez gros que pour faire un épisode entier dessus, mais que ça faisait un petit moment qu'on voulait les aborder en détail. On s'est dit que c'était aussi l'occasion de les faire, donc ça sera un peu un mixte épisode point d'année / anecdote / valeur ajoutée sur les petits sujets. Donc on espère que ça va bien vous plaire. On enchaîne avec les boom anecdotes du coup. Nous avons potentiellement trouvé notre dernière OP de 2024. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, parce qu'on voit le bout du tunnel. Ouais, et puis alors on ne sait pas si ça va réellement se faire. En théorie, ça va se faire. Là, on a confirmation de l'agent IMO que c'est pour nous. Le prix a été négocié, le bien a été visité. Donc on va se mettre en marche pour le compromis, sachant qu'on sait à chaque fois combien de temps ça va prendre. Là, j'en ai en juillet. Je pense qu'on signera en décembre. T'exagères. Moi, je reste positif. Non, je me dis qu'on va signer entre octobre et novembre. On tient les paris. Vous saurez donc d'ici la fin d'année qui a gagné sur ce pari-là. Moi, je pense que ça va aller plus vite que d'habitude. Ouais, et bon, je sais pas, mais bon, bref, d'habitude, ça prend 6 mois. Donc là, après, il n'y a pas de travaux. Ouais. L'apport, on l'a. Donc en théorie, ça devrait rouler. Ça devrait bien rouler. Tu veux le décrire un petit peu rapidement ? J'ai peur que ça nous porte la ligne, en fait, si on le... Non, mais pas spécialement donner les chiffres. Je pense qu'on les donnera plus en détail une autre fois. Mais simplement décrire, voilà, c'est encore une opération de bureau. On aime bien ça. Dans une zone commerciale / industrielle, enfin une ZAC en gros, assez bien placée. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a un McDo qui va ouvrir à 300 mètres. Et je sais plus si vous avez déjà entendu cette anecdote, mais moi je l'ai entendu des dizaines de fois, il est assez vrai, c'est que le premier business de McDo, c'est pas les burgers, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que c'est une grande compagnie mondiale qui est connue pour s'implanter dans les endroits en développement. Donc c'est toujours rassurant de vouloir acheter de l'immobilier quand il y a McDo qui ouvre pas loin. Et en plus, d'un point de vue objectif et de la zone, on en reparlera peut-être en détail une autre fois, mais c'est un endroit en développement et franchement je pense qu'on n'aura pas de souci à trouver un preneur. Et qu'en plus, d'ici quelques années, on aura une belle plus-value dessus. Ouais. Donc vraiment très bien, on est content. Enfin, tout à fait. De toute manière, on n'a plus trop la place de prendre, je pense, des locaux d'habitation. Enfin, des biens d'habitation. On n'a pas très envie de s'embêter avec ça. Et c'est vrai que le professionnel, pour ça, c'est quand même bien pratique. Sachant que là, on a sorti 9 des lots d'habitation. Oui. Donc ça fait 9 locataires d'habitation en plus. Honnêtement, là, on est un peu fatigué. Vous en parlerez un peu plus dans le cadre de l'épisode, mais c'est vrai que là, il faut un truc qui se gère tout seul, quoi. Parce que... C'est ça, parce qu'en fait, c'est un peu le souci. On savait qu'on voulait faire une dernière OP cette année.
Mais le problème, c'est qu'on savait pas exactement qu'est-ce qu'on voulait comme OP. Est-ce qu'on repartait un petit peu comme le gros projet qu'on a fait? Bon, 9 appartements, c'était gros. On s'était dit qu'on refaisait pas aussi gros, qu'on ferait peut-être 6, 7 appartements. C'était pas mal par rapport aux chiffres d'une opération et au taux de rendement qu'on en espérait. Et là, en fait, on a l'opportunité sur un seul bien avec une renta nette qui sera même un petit peu supérieure à ce qu'on ferait sur l'appartement, parce que c'est toujours pareil, hein, comme c'est du pro, il y a pas de travaux, la taxe foncière sera à la charge du preneur. Enfin, c'est des petits détails comme cela. Pas de copro, exactement. Et parce que là aujourd'hui j'ai fait un virement de 1000 balles pour les copros. Là on a les locaux commerciaux, je suis là. C'est compliqué. Ouais, ça fait toujours un peu mal, c'est cher les charges de copro. Donc voilà, c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire du commercial sans être en pied d'immeuble d'une copro qui nous coûte un peu cher, et qu'en plus on n'aura pas les inconvénients d'avoir des appartements à gérer avec une taxe foncière à payer, avec potentiellement des travaux à faire, plus toute la gestion derrière. On aura un seul preneur, et ça franchement ça sera vraiment bien. Deuxième boom anecdote, bon rapide, mais j'ai ma petite qui est partie, ça y est, de mon cabinet. Et je suis vraiment triste. En vrai, j'ai pas assez du temps à former quelqu'un, et au final, elle s'en va parce que le métier a chier. Donc voilà, on est content d'être. Et que tes managers boomers sont pas capables de faire en sorte de garder les bons éléments, quoi. Non, ils s'en branlent en plus, ils viennent même pas au pot de départ, ça les intéresse pas. Et en fait, ils étaient même pas au pot de départ. Non. Ah ouais, carrément, ok. Non, il y a des choses on en est à ce niveau de genre de... Ils s'en battent les couilles, ça fait... de c'est manque... quelqu'un qu'ils ont eu en alternance, plus du coup un an en CDI, et ils s'en fichent, c'est un truc de fou. Ah non, mais c'est ouf, hein. En plus, ils ont essayé de la mener en bateau, ça, tu l'avais expliqué, je crois, il y a 2 ou 3 épisodes, qu'ils avaient refusé de lui signer sa rupture conventionnelle, et qu'ils l'avaient traîné en bateau en se foutant un petit peu de sa gueule. Donc franchement... c'est incroyable, quoi. Parce qu'après ils vont encore chouiner que leurs meilleurs éléments s'en vont, et que c'est compliqué de recruter des jeunes. Quand tu te comportes comme un tocard, forcément, forcément c'est compliqué. Donc un peu le seum, mais ça devrait aller. Ça c'est vraiment the boom anecdote de la semaine. Ouais. Alors celle-là. Moi je m'y attendais pas, je savais même pas que c'était possible. Il faut savoir que sur le bien où on fait les 9 appartements, en fait c'est fini, on attend que Enedis, enfin on attendait que Enedis du coup, et en fait on a un problème d'eau depuis le début. On n'a pas d'eau. Et en fait à chaque fois que j'appelle, donc c'est Veolia qui s'occupe de l'eau là-bas, et à chaque fois que j'appelle Veolia, en fait ils m'ouvrent le compteur de quelqu'un d'autre, ou ils trouvent pas mon compteur, etc. Donc là je me suis un peu fâchée, j'ai dit écoutez il n'y a pas d'eau. On doit emménager parce que là aussi on peut pas expliquer à tout le monde qu'on fait de l'investissement immobilier et qu'en fait c'est 9 appartements, donc je dis que c'est ma maison et qu'on va habiter là-bas, et je dis en fait j'aimerais emménager chez moi, et à cause de vous j'ai pas d'eau. Donc bon, au final j'ai réussi à tomber sur quelqu'un d'efficace cette semaine qui m'a bien trouvé le compteur, et en fait le compteur était fermé, donc on m'envoie un technicien pour ouvrir le compteur d'eau. Et premier rendez-vous raté, le mec se pointe pas, sauf que nous en fait on fait déplacer le maître d'œuvre et vous ou son chef d'équipe, enfin bref, ça fait déplacer du monde, quoi. Ouais. Donc on déplace du monde, en fait le mec se pointe pas, donc super, donc là vous êtes là à rappeler tout le monde pour savoir pourquoi est-ce qu'il est pas venu, et refixer un rendez-vous. Deuxième rendez-vous, c'est la bonne, enfin presque, je crois que le chef d'équipe était pas arrivé. Non, mais le chef d'équipe était pas là, mais il y avait au moins de ces gars qui étaient en train de bosser, vraiment, il y avait quelqu'un, du coup le gars pouvait intervenir. Voilà. Et en fait, le bonhomme, alors il me rappelle pas moi parce que je pouvais pas le prendre, mais il te rappelle toi, je pense. Oui, moi j'étais dispo à ce moment-là. Trop de rendez-vous. Pour te dire qu'en fait, le compteur d'eau a été déplacé, et que on n'a pas le droit de faire ça en fait. On n'a pas le droit de déplacer un compteur d'eau. Et ça, c'est même pas la première dinguerie. La première dinguerie qu'il me dit, c'est que pourquoi est-ce qu'ils arrivent pas de nous ouvrir l'eau depuis le début ? C'est parce qu'en fait notre compteur d'eau, il est inscrit chez Veolia à une adresse qui est genre à l'autre bout de la ville. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même la première dinguerie. Il me dit ça, et il me dit vous aurez pas déplacé un compteur. Je suis là, bah non, franchement, on vient d'acquérir, je vois pas pourquoi on aurait déplacé un compteur, etc. Et il me dit, je lui dis, c'est peut-être les anciens propriétaires, je sais pas, ils avaient beaucoup d'immobilier, peut-être qu'ils ont échangé les compteurs d'eau, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça, etc. Enfin bon, bref. Donc la première raison qui fait qu'ils ont pas réussi à nous ouvrir l'eau depuis le début, c'est qu'en fait notre numéro de compteur était pas le bon. Et encore, si c'était que ça, parce qu'il m'a dit, moi maintenant je le modifie dans notre base de données, au moins le problème est réglé. Il me dit, par contre, vous l'avez déplacé, il était pas là à la base. Et là, c'est là que je me rends compte, et ça, j'avais pas capté quand on avait fait la dernière visite de travaux, que nos équipes d'artisans, en fait, quand ils ont fait les travaux, le compteur Veolia, à l'endroit où il était, il devait leur gêner. Ils se sont dit, c'est pas grave. On raccorde des tuyaux et on le déplace. Et le problème, c'est que c'est toujours pareil. Déjà, c'est en soi interdit de déplacer un compteur d'eau, parce qu'en fait il vous appartient pas, même s'il est sur votre propriété, il appartient à la régie des eaux de là où vous habitez.
Et en plus, l'autre problème, c'est qu'encore si vous le rapprochez de la rue, en soi, juste vous diminuez la longueur des canalisations qui appartiennent du coup à la Régie des eaux. Et nous, dans notre cas, ils ont fait l'inverse. Ils ont éloigné le compteur de la rue. Donc en fait, ils ont rajouté, en plus je crois qu'ils ont fait ça avec du multicouche. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en plomberie, c'est des arrivées d'eau de salle de bain. Normalement, tu mets pas ça sur une arrivée d'eau surtout de l'eau qui doit alimenter 9 appartements. Donc en fait, on se retrouve avec pas des canalisations d'eau qui amènent l'eau qui sont aux normes pour la Régie des eaux. Et donc il nous dit là en l'état, je peux pas vous ouvrir votre compteur parce qu'en fait si on l'ouvre, en fait ils engagent leur responsabilité sur la longueur de tuyau que nos équipes d'artisans ont ajouté. Donc je comprends le problème tout de suite en fait, et je vois bien qu'effectivement ça sert à rien de négocier, ça sert à rien d'insister, et je vois bien surtout que nos équipes travaux ont fait une énorme boulette. T'as failli glisser, t'avais dit ça sert à rien d'insulter. Ouais, j'ai failli glisser, mais non, en l'occurrence vraiment là le technicien sur le coup, j'en voulais pas parce que moi-même il avait raison. c'est ça, et pour le coup il avait 100% raison, et je me rendais compte de la connerie de nos équipes, et là je fais oh putain les cons. Et le problème, c'est que là, du coup, on est parti. Tu veux reprendre la suite sur la création du dossier avec Veolia ? On est reparti sur 1 mois de délai parce qu'il y a des congés et que en fait. Faut remonter un dossier. Ouais, il faut remonter un dossier, attendre un devis, valider le devis et attendre que quelqu'un veuille bien venir mettre le regard sur rue. Sachant que ça va nous être facturé par Veolia, du coup. Ouais, donc moyennement emballé par la bêtise qui a été faite par les artisans. Après, on va voir comment on se débrouille. Oui, en fait, c'est pas la fin du monde parce que dans tous les cas, on perdait 1 à 2 mois à cause d'Enedis. Oui, donc en fait, si dans les 2 mois qu'on perd dans Enedis, il y a les 1 mois qu'on perd pour l'eau. Finalement, heureusement qu'on s'en est rendu compte maintenant, même si on aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Et en plus, ça va nous faire un petit surcoût. Alors, j'espère juste qu'on va pas nous facturer ça plusieurs milliers d'euros, mais en soi, c'est 500 balles, c'est pas grave. Si c'est plus, je pense que je demanderai aux équipes d'artisans de le prendre à leur charge, parce que, c'est 100% une connerie à eux, quoi. Oui, et puis en fait, je pense qu'ils se sont pas rendus compte. Oui, parce qu'en plus, moi, il m'a dit qu'il l'avait déplacé. En fait, je pense que tu parlais avec le maître d'œuvre à ce moment-là. Il m'a dit effectivement où était l'ancien compteur d'eau et où il l'avait mis. Mais moi, ça m'a absolument pas choqué. Moi, j'étais absolument pas là quand il te l'a dit. Et oui, du coup, il m'avait montré, effectivement, il l'a déplacé, quoi. Donc, mais je pense que même lui, il avait pas compris sa bêtise. Bon, là, maintenant, il a compris, à mon avis. Et donc, voilà, on est reparti. Et Veolia et Enedis. Donc, ça va parce que le délai est raisonnable. Sachant que le technicien est vraiment sympa, pour le coup. On a de la chance. Ouais. Encore une fois, soyez sympa avec les gens, ils vous le rendent. Il a été très sympa et là, je vois bien qu'il essaye de faire au max pour que ça aille vite. Donc voilà, ça c'était vraiment la super bonne anecdote de la semaine, on est content. J'ai une question d'abonné du coup. C'est Adam qui demande comment optimiser la fiscalité d'un bien existant avec un crédit bail un crédit qui est déjà fait en foncier. Je suis désolée, je suis fatiguée. Ouais. En gros, la problématique, c'est que si vous bien compris, en fait, on a un bien immobilier sur lequel il y a un crédit et en fait, il est loué en revenu foncier. Du coup, le propriétaire, il se fait enfler par la fiscalité parce que, comme on l'avait dit dans d'autres épisodes, c'est le pire régime en termes de fiscalité d'être en revenu foncier. Donc, il voulait savoir comment on peut l'optimiser et comment est-ce qu'on peut faire mieux. Alors déjà, moi, la première question que j'avais à lui poser, c'était est-ce qu'il y avait un crédit hypothécaire sur le bien ? Auquel cas, est-ce qu'en fait, il y a un crédit avec une hypothèque sur le bien, donc typiquement le crédit qui a servi à financer le bien, ou est-ce qu'il n'y a pas de crédit, ou alors est-ce qu'il y a un crédit, est-ce qu'il y a une autre garantie, soit un nantissement, soit éventuellement pas de garantie si c'est par exemple un prêt travaux, quelque chose dans ce style. Donc là, de ce qu'il m'a expliqué, parce que bon, en même temps, on a répondu à la question pour faire avancer notre auditeur, et du coup, en l'espèce, il n'y a pas un crédit hypothécaire dessus, donc c'est possible. Il va y avoir plusieurs solutions. La solution la plus simple, qui est aussi possible si vous avez un crédit hypothécaire, mais c'est simplement de passer le bien en meublé. Par exemple, lorsque le premier locataire s'en va, vous meublez le bien et du coup vous le changez de régime fiscal. Ou alors, si vous voulez le faire de suite, garder le locataire et le garder en location nue, à ce moment-là, vous pouvez l'apporter à une société civile immobilière qui sera soumise à l'impôt sur les sociétés. Et ça, à ce moment-là, ça sera quand même un petit peu plus complexe parce qu'il va falloir passer chez un avocat ou un comptable pour immatriculer une SCI, il va falloir passer chez le notaire pour faire constater l'apport du bien à la société, et ça va vous permettre en fait tout simplement de changer de régime fiscal sans devoir changer votre locataire et sans que matériellement il y ait quelque chose qui change dans votre gestion, mais par contre vous allez vraiment changer de régime fiscal parce qu'en fait ce sera plus vous en nom propre qui seront propriétaires du bien, mais ce sera votre SCI soumis à l'impôt sur les sociétés.
Et t'es obligé de... Enfin, tu payes des droits, non, quand tu fais ça? Bah, ça dépend. Tu payes pas de droits, c'est juste un apport. C'est juste ce qu'on appelle un apport à titre gratuit. Et par exemple... C'est-à-dire que là, à ce moment-là, si la société elle rémunère ton apport par départ, Ouais, bah, là, tu n'as pas de droit à payer. ok. Mais par contre, si jamais tu vends, c'est aussi une opportunité. Si par exemple aussi vous êtes dans le cas où vous voulez vous libérer du cash, vous pouvez aussi envisager de vendre votre bien immobilier à votre SCI, donc de faire un nouveau crédit dans la SCI. Et auquel cas, par contre, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que vous allez payer des droits d'enregistrement, enfin tout simplement des frais de notaire comme une acquisition. Donc ça va vous coûter 7, 8, 9% en fonction du montant du bien. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même pas à négliger. Parce que moi, j'avais un client comme ça qui avait du coup des biens détenus en super longtemps en foncier, tu vois, des vieux typiquement. Et en fait, ce que l'avocat faisait faire, c'est que il vendait il me semble que c'est ça. Ils vendaient le bien, du coup ils étaient exos de plus-value sur le bien immobilier vu que c'était en foncier. Et après, ils rebasculaient l'argent sur de la SCI à l'IS. Oui, c'est tout à fait possible. Notamment, par exemple, souvent dans les cas de résidence principale, si jamais vous avez l'idée de garder votre résidence principale et de la mettre en location. Moi, souvent, c'est pas quelque chose que je recommande, surtout si vous avez une plus-value, parce qu'en fait, le gros avantage d'avoir une plus-value sur votre résidence principale, c'est que vous êtes exonéré. Mais vous êtes exonéré tant qu'elle est votre résidence principale. À partir du moment où vous la mettez en location, ou que vous la mettez dans une SCI ou peu importe, elle n'est plus votre résidence principale et vous n'êtes plus exonéré le jour où vous vendez le bien. Donc ça, c'est vrai que c'est un souci qui peut facilement être contourné si par exemple votre résidence principale, vous décidez de la vendre à votre SCI, au moins vous constatez aujourd'hui sa vraie valeur de marché, vous êtes exonéré sur la plus-value et au moins dans votre SCI vous enregistrerez le bien à sa nouvelle valeur et le jour où vous revendrez le bien dans la SCI, vous n'aurez pas la plus-value depuis la première fois où vous l'avez acquis, mais seulement depuis le moment où vous l'avez apporté ou vendu à votre société. Et au niveau de la plus-value, par exemple, si tu étais en revenu foncier et que du coup tu fais la cession à... Ah bah non, on repart sur autre chose. Du coup, si tu fais la cession à une société à l'IS Oui. Et qu'après plus tard tu la revends, t'es imposé dans à l'IS du coup. Oui, en fait, tu vas avoir à ce moment-là deux fiscalités. C'est-à-dire que si tu es sur un bien locatif qui est loué en revenu foncier, au moment où tu vends, t'as fiscalité immobilière des particuliers, classique, avec le barème de l'impôt sur le revenu à 19,2, enfin le taux forfaitaire, à 19%, et les prélèvements sociaux à 17,2, plus les abattements en fonction de la durée de détention. Et ensuite, une fois que ça rentre dans la SCI, à ce moment-là, si vous revendez le bien, vous serez fiscalisé à l'IS classiquement en fonction de la plus-value constatée, des amortissements qui ont été pratiqués sur le bien. Ok, pour ça. Je pense qu'on a bien répondu à la question. Ouais. Ça fait des petits points de fiscalité en même temps. Ouais. Des fois, je me dis qu'il y a des trucs comme la fiscalité, vaut mieux en faire une fois de temps en temps, qu'on part dans un gros épisode de 1 heure où on va parler que de taux d'impôt et de fiscalité. Là, on va perdre tout le monde, ça va assommer toute notre audience, alors que comme ça, tu vois, on fait des petits rappels de quelques minutes, ça passe crème, et puis ça permet de faire rentrer un peu dans le conscient et le subconscient de nos auditeurs les différentes stratégies à faire pour essayer de pas payer trop d'impôts. C'est clair. On rentre dans le cœur du sujet, du coup. Point sur notre année. Fatigue. Je suis fatiguée de la vie. Après, t'es déjà fatigué l'an dernier, donc oui, quelle différence. Ça fait un peu, c'est long en fait, c'est longué. Premier point sur l'immobilier, du coup. On en est à 44 lots. Oui. Acquis. Surtout que tu vois, je pense que ça peut faire un lien pas mal avec l'épisode qu'on avait sorti en début d'année. On avait fait notre parcours, parce qu'en plus dans cet épisode-là, on l'avait conclu, on n'avait pas trop parlé des OP qu'on avait fait en 2023. Enfin, il y avait pas eu 50 OP en 2023, mais il y a eu surtout 2-3 locaux commerciaux qui s'étaient ajoutés. Et on n'avait pas trop décrit ces OP-là. Donc je pense que ça peut être intéressant de refaire un rapide point sur en gros mi-2023, le moment où on lance le podcast, où on en est à ce moment-là. On en est à peu près à 25 biens IMO au moment où on lance le podcast à l'époque. Ouais. C'est là. C'est vrai qu'on s'est bougé la dernière année. Là. On s'est pas mal bougé, ouais. Donc ça, tu vois, sur un an, on est quand même passé de 24-25 biens à 44 aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est quand même ce qui a pas mal bougé en un an. Il faut savoir que finalement, nos 6 derniers mois de 2023, ils ont pas tant bougé que ça, parce qu'en fait, on était dans des OP qu'on venait en fait de faire au moment où on a lancé le podcast, qui nous avait pris pas mal de temps, parce que c'était des locaux commerciaux, mais bon, il avait fallu faire un petit peu de délai pour les paiements des loyers, le temps que les preneurs fassent leurs travaux.
Ensuite, nous, on s'était occupé de changer des menuiseries, donc vous avez déjà longuement entendu parler dans des épisodes, plus les anecdotes avec l'architecte, etc. Enfin bon, bref, c'est un peu tout ce qui nous avait occupé en fin d'année 2023. Et en même temps, on avait la grosse OP des 9 appartements qui commençait à se lancer parce qu'on l'a visité le 1er juillet 2023, sachant même qu'on avait une offre acceptée avant la visite. Donc je crois qu'on avait une offre acceptée autour du 15 juin 2023. Donc ça fait déjà plus d'1 an. Parce qu'on avait vachement eu de délai pour faire le compromis. Tu te rappelles ou pas? Oui, déjà on avait perdu 3 mois à cause du giga boomer notaire vendeur qui est franchement pire notaire de l'histoire qu'on ait rencontré pour l'instant. Effectivement, lui déjà nous avait fait perdre pas mal de temps. Donc ça fait 1 an. C'est ça. Sachant que du coup, ensuite, on avait eu la banque qui est allée assez vite. On a vu un accord de financement en octobre. Et ensuite, après, on avait perdu pas mal de temps à cause du permis de construire, notamment la mairie qui nous avait fait perdre pas mal de temps. En fait, ils n'avaient pas traité notre dossier, c'était resté... quelqu'un l'avait pris et en fait... Il n'avait pas traité. Oui, et avait oublié de traiter et en fait, ça bougeait pas et j'étais vraiment bizarre. Non mais, tu sais ce que je suis en train de penser là, je me dis, mais c'est incroyable, genre sur nos OP, à chaque fois que tu as un intervenant extérieur qui vient... il y a toujours une couille. Non, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est incroyable. C'est parce que moi, la mairie qui avait pas traité notre permis de construire, je l'avais totalement oublié. Oui, je m'en souvenais même plus. Je m'en rappelle plus. Parce que c'est Pipicha à côté de... Oui, mais bon, bref, encore une fois, on avait perdu. C'est un peu pour vous expliquer pourquoi ça a pris autant de temps. Et ensuite, les notaires avaient à nouveau galéré pour trouver une date. Et en plus, ils étaient pas d'accord sur les papiers. Ils se sont engueulés en live. C'est ça. Et ça avait encore reporté que finalement, on a signé fin mars. C'est ça. Parce qu'en plus, je crois que t'avais une procuration pour moi, non? Ouais, j'étais allé signer tout seul parce que je sais plus la date, finalement t'étais pas dispo. Ouais. Bon, au final, je suis allé le signer. En fait, on avait fait un premier rendez-vous où toi t'avais signé une procuration, on avait revu l'acte et moi j'étais allé signer tout seul l'acte définitif où d'ailleurs on l'avait roulé en 20 minutes. C'est la première fois que je faisais un rendez-vous si rapide chez le notaire, c'est tellement ils avaient pas envie de se parler les deux. Clairement. Ah là là. Et effectivement. Et du coup, après, on a attaqué nos travaux. Et là, aujourd'hui, on en est aux travaux finis. On attend Enedis Veolia. Donc, probablement, on est sur une mise en location début septembre, en gros. Ouais. Et ben là, du coup, on a visité le dernier, qui est normalement le dernier de l'année. Et non, tu vas beaucoup trop vite. Pourquoi? Parce qu'il y a notre autre OP de bureau et d'un local commercial qui s'est ajouté entre-temps. Mais je l'oublie, en fait. Oui, effectivement. Oui. Eh oui, parce que sinon, les calculs sont pas bons, Natacha, tu vois. Celui-là, on l'a visité en décembre, je crois, tous les deux. Exactement. Mais du coup, pour refaire un peu le fil, parce que là, du coup, on était sur la grosse OP des 9 appartements, comme on s'ennuie tout souvent, qu'on n'a pas assez de choses à faire, je sais plus pourquoi, je me remets sur le bon coin au mois de décembre 2023 et je trouve un bien qui est intéressant. Là aussi, on vous en avait déjà pas mal parlé dans quelques épisodes et on décide d'aller le visiter. C'est plutôt pas mal, un local commercial, 11 bureaux, sur le papier, plutôt 9 bureaux et la possibilité d'en faire 2 de plus, donc 11 bureaux en tout. Pour pas grand chose, pour ajouter 2 bureaux, faut poser 4 barreaux de placo et mettre un peu d'élec. Enfin bon, bref, on n'aura pas pour un budget de zinzin. Et à partir de là, on décide de on négocie avec le vendeur. Ça met pas mal de temps. On fait une grosse négociation qui dure 1 mois, où d'ailleurs on profite en fait de gagner du temps parce qu'on était sur un vendeur indécis et nous en même temps on se doute que sur en fait cette typologie de bien, c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure avec le banquier, c'est ce que je lui expliquais, c'est que sur un bien où ça mélange du bureau et un local commercial, sur un montant qui est pas si important, en fait on est vraiment dans la niche de la niche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'investisseurs qui vont aller s'intéresser à ce type de bien et c'est là où vous pouvez vraiment faire des grosses affaires parce que il a du mal à le vendre parce qu'en fait, ce qu'aurait dû faire le vendeur pour bien le vendre, il aurait dû le diviser. Il aurait dû vendre le local commercial d'un côté, vendre les bureaux de l'autre. Je pense qu'il aurait vendu bien plus cher que ce que nous on achète en achetant les deux en même temps. Mais bon, écoute, le marché est comme ça. À un moment donné, chacun libre de ses choix et le vendeur a toute capacité là-dessus. Donc bon, c'est lui qui a pas fait le bon choix là-dessus. Et nous, ça nous est profitable parce qu'on négocie bien le prix qui était déjà pas cher au début. Peut-être même que le prix avait été déjà baissé parce que c'était à la vente depuis plus d'1 an. Et en plus, il faut se souvenir qu'au mois de décembre 2023, on est vraiment au moment... Déjà, les mois de novembre-décembre, en général, c'est des petits mois pour les agents immobiliers, les notaires, les banquiers et compagnie, mais en termes de crédit. Mais alors là, vraiment décembre 2023, il n'y avait plus une banque qui faisait un prêt. Tout le monde attendait la fin de l'année, d'attendre de savoir ce qui allait se passer en 2023. Donc ça sert à rien. Et surtout que les objectifs 2023 étaient vraiment en giga retrait par rapport à ce qu'ils étaient les années précédentes, parce qu'en fait, déficit crédit collecte, taux trop élevé. Enfin bon, bref, on va pas s'attarder non plus sur ce point-là, mais c'est ce qui faisait que vraiment on savait que
à part des têtes cramées un peu comme nous qui lâcheront rien, il n'y avait pas grand monde pour aller visiter le bien et faire une offre, quoi. Enfin, après, ça aurait pu nous arriver, attention, hein, mais franchement, c'était un risque que j'étais prêt à courir parce qu'en fait, on était déjà sur... on terminait une OP qu'on venait de faire, on avait une autre OP qui courait en même temps, là on s'en rajoutait une troisième dans les pattes. C'est parfois même un peu mieux parce qu'au moins j'avais pas d'émotion, c'est-à-dire que j'étais là en mode ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. Donc c'est vrai que c'était pas mal et on a lancé ça en parallèle, ou pareil, on a perdu du temps, mais c'est-à-dire que cette OP là, je m'étais dit qu'au mois de mars-avril elle serait réglée, et ben là on est au mois de juillet, c'est toujours pas fait. Et pareil, pour refaire un peu l'histoire là-dessus, les notaires, pareil, ils mettent des plombes à signer le compromis. On signe finalement le compromis la même semaine où on signe l'acte définitif de nos 9 appartements. Donc on signe le compromis de vente pour cette OP, je sais plus, dernière semaine de mars, première semaine d'avril, quelque chose comme ça. Et après, on se lance dans la quête d'un crédit. Ce que je pensais un peu plus simple, parce que notre banque principale, elle nous avait toujours suivi. Enfin, on a plusieurs banques. Elle s'est fait racheter en fait entre-temps. Oui, c'est-à-dire que historiquement, notre banque principale, c'est la Société Marseillaise de Crédit, qui est devenue entre-temps la Société Générale. Et on avait un bon conseiller qui nous avait toujours financé nos OP, avec qui ça roulait bien, en tout cas sur cette société-là. Et je m'étais dit que franchement, c'était un petit crédit. Les chiffres de l'OP étaient vraiment zinzin, parce qu'en gros, on est sur 4 000 € de loyer une fois que tout sera loué. Et en face, on a un crédit qui tourne autour de 1 500 €. Donc on a une différence entre les crédits, enfin entre les loyers et le crédit qui est vraiment extrêmement importante. Je me dis que ça va rouler, que ça va être très facile, et en réalité c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait la Société Générale, après 3 mois de tergiversation et de temps perdu, et ils m'ont fait renvoyer tous les papiers, enfin vous imaginez pas tous les papiers que je leur ai envoyés, ils me donnent un refus. En même temps, mon conseiller est parti peut-être 1 mois avant, en me disant que normalement le crédit allait aller au bout. Du coup, j'ai plus aucun effet de levier, je connais plus personne à la Société Générale. Et on se lance en quête d'un nouveau crédit dans des nouvelles banques. Donc j'ai été voir toutes les banques que vous connaissez, le LCL, le CIC, la Caisse d'épargne. J'ai tous été les voir. Forcément, je suis reparti de zéro sur mes dossiers de crédit début juin à peu près. Et on avait perdu beaucoup de temps parce que normalement le compromis se terminait. Le vendeur, il est patient quand même. Je pense que... il est pas patient. En fait, il est pas pressé parce qu'il s'est rendu compte que lui, il avait encore besoin des locaux jusqu'à fin août. Donc à la base, il nous avait demandé, parce qu'on devait signer l'acte définitif début juin, s'il pouvait louer tout l'été. Parce qu'on lui avait dit oui. Et au final, il est un petit peu content que ça ait retardé, comme ça lui évitait de nous payer un loyer. Et du coup, on a perdu pas mal de temps quand même parce que en fait, on se retrouve à devoir refaire des dossiers de crédit début juin. Et on perd beaucoup de temps parce que vous connaissez les banques, hein, chaque fois on repart de zéro, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, les questions, les pièces complémentaires, un premier refus, vous insistez, finalement vous avez un accord, et au final on se retrouve avec 3 accords de banque fin juin, début juillet. En fait, ils sont tous tombés en même temps, c'est ça. Insupportable. Sachant qu'on avait quand même eu une des premières autres banques que j'avais vues qui nous avait donné un refus. En plus, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en fait, moralement, c'est très compliqué, je trouve. Vraiment, là, ça va un peu mieux, mais vraiment, cette période-là où, en fait, on avait l'impression de pas en sortir. Chaque conseillère nous demandait des trucs en plus. On essayait pas de tricher, mais voilà, d'essayer de rentrer dans leurs critères, alors que des fois, ça a aucun sens. Enfin, je veux dire, ça, c'était vraiment une période compliquée quand même. Ouais. C'est forcément. Pour à la fin avoir 3 accords en même temps en plus, enfin, vraiment. Oui, et qu'un seul des 3 qui nous conviennent en plus. Enfin, bon, ça. bref, ça c'est un peu l'histoire qui marche là-dessus. Mais c'est pour ça que en fait, et qu'en plus ça nous fait un changement de banque dans l'histoire parce que du coup, forcément, on va accepter un financement d'une banque qui nous connaît pas, donc. C'est un peu toutes les galères qui s'ajoutent avec notamment les changements de compte, les changements d'assurance. Ouais, alors en plus, du coup, on sait que ça fait partie de la négo, en fait, quand on se fait financer, de basculer. Mais déjà, je trouve que par rapport à avant, c'est-à-dire avant il y a 6 mois, c'était pas autant. Par exemple, sur le prêt des 9 apparts, on n'avait pas eu autant de contreparties. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'il fallait vendre les chats avec, quoi. Vraiment, ils demandent tout un tas de commissions. Après, je peux comprendre parce que ça leur fait leurs chiffres, mais je trouve quand même que c'est un peu de l'abus. Mais vu que c'est l'offre et la demande et que, du coup, c'est les seuls qui... Enfin, les seuls...
ils sont rares à vouloir nous financer, et ben en fait on est obligé de jouer le jeu. Donc là on est reparti dans tout un tas de papiers. Bon, franchement je pense que ça nous fait même plus peur à force, c'est pipi de chat comparé à Enedis. Donc C'est ça, c'est-à-dire que là au final on se retrouve, nous ce qu'ils nous ont demandé comme contrepartie, c'est ils nous financent et en échange on doit amener 4 contrats d'assurance propriétaires non occupants des biens qu'on a. Donc en vrai par rapport à, je pense, on doit peut-être, si on compte tous nos contrats d'assurance, même ceux hors immobilier, on doit peut-être avoir 20-25 contrats. Ça ils nous en demandent 4 ou 5, c'est pas trop galère. Mais d'ailleurs ce qui est marrant c'est que j'en sors, j'ai passé 3 heures cet après-midi parce que c'est ça aussi, tu vois, les petites coulisses de ce genre de projet, c'est que du coup j'ai enfin un accord de financement il y a à peu près un peu plus de 2 semaines où ça y est, le banquier me dit officiellement je vous envoie le papier, c'est bon, vous finance, etc. Voici les contreparties, je pars en vacances, vous allez voir avec mon directeur de l'agence pour prendre rendez-vous avec lui la semaine prochaine. Et en gros, comme par hasard, le directeur d'agence il est pas là la semaine d'après. Finalement j'appelle ses collaborateurs me prennent rendez-vous avec lui pour le mercredi, donc c'était mercredi de cette semaine. Et au final il y a eu un giga quiproquo, c'est-à-dire qu'il y avait une autre SCI qui avait quasiment le même nom que la nôtre, qui avait rendez-vous le mardi. Donc les collaborateurs me rappellent et me disent oui, mais en fait vous aviez déjà rendez-vous mardi avec le directeur. Je dis non, je pense pas. Et elle me dit si vous êtes noté dans l'agenda. Je dis bon bah écoutez, moi le mardi ça me va aussi. Et en fait du coup le lundi le directeur d'agence me rappelle et me dit en fait j'ai déjà un rendez-vous prévu à 11h le mardi et je crois pas qu'on ait rendez-vous ensemble. Je dis bah si, c'est vos collaborateurs qui m'ont dit qu'on devait se voir mardi à 11h. Et en fait c'est là qu'on se rend compte du quiproquo avec les noms. Et du coup du mercredi je passe au vendredi. Donc au final j'ai perdu 2 semaines entières. Pour aujourd'hui venir penser que ça durait 1 heure pas plus. Finalement on a fait toutes les ouvertures de compte avec les contrats, les commandes de cartes, etc. En plus il fallait faire venir la madré parce que du coup elle aussi elle est associée dans la SCI, c'est ça, donc il fallait la faire déplacer. En plus elle pensait pas y passer l'après-midi, elle avait du travail. J'ai dû faire un aller-retour pour la ramener, revenir à la banque, faire un rendez-vous de 1 heure avec leur assureur professionnel pour qu'ils me fassent tous les devis pour les biens. Enfin bon bref, on se rend pas compte, mais ça vous fait une charge de travail et une charge mentale ces histoires, parce qu'en plus il faut penser à tout. Et encore une fois c'est toujours pareil, c'est pas de la plainte parce qu'encore une fois on a choisi tout ça, ouais. Toutes ces OP, on en est fiers, on en est content, mais par contre en vrai faut pas sous-estimer le taf qu'il y a derrière, quoi, parce qu'en vrai en ce moment on y passe je pense qu'on y passe une 20aine d'heures par semaine au moins, peut-être même un peu plus. En plus c'est pas des choses qu'on trouve dures, enfin je veux dire changer des papiers ça non, va, aller signer chez le banquier, signer chez le notaire, faire la conversation. C'est des choses où il faut penser, des fois des décisions qu'il faut prendre, c'est beaucoup de charge mentale en fait. Beaucoup de pression sur les délais. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment embêtant là dans nos 6 derniers mois, si je dois retenir un mot, c'est le retard. J'ai l'impression que tout a été retardé de fou. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'au 1er juillet, tout serait réglé. Et en fait, on a avancé, faut pas dire le contraire, mais en fait, on est loin de la fin, quoi. Ouais, en plus, Julien, plus ça avance, plus c'est un asile du temps, vraiment. Il est là, hop, il presse tout le monde, il me presse moi, il presse tout le monde. Ah, mais je presse tout le monde, je presse les notaires, et puis, du coup, j'anticipe, c'est-à-dire que là, je presse la banque, je dis, même si c'est pas vrai, je dis, vous savez, le vendeur, il nous met une pression de dingue, on a déjà dépassé le compromis, il va sortir, etc. Du coup, je mets le banquier sous pression, alors que c'est même pas vrai, mais en fait, c'est juste moi qui suis sous pression, parce que j'ai envie que ça avance. Du coup, en même temps, même si j'ai pas encore les offres, je dis au notaire oui c'est bon, je vais avoir les offres telle date, commencer à prévoir une date de signature, alors que je sais même pas si je vais avoir les offres, mais bon écoute, on essaie de presser tout le monde pour que ça avance, parce que sinon je les connais, ils vont mettre 1 mois et demi à me sortir les offres, puis les notaires vont reprendre 1 mois pour fixer le rendez-vous, donc en fait si on les coupe pas un peu, ça avance pas, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu je pense que c'est vraiment le truc qui est embêtant cette année, c'est de devoir secouer tout le monde pour que ça avance. On a l'impression que plus personne fait son taf, quoi. Bah en fait, pour moi qui ai un métier où il faut rendre des choses, c'est vrai que en fait tout est tellement chiant et compliqué que tu mets du temps et les gens sont tout le temps pressés, pas forcément agréables. Donc en fait. Après tu vois, moi-même, je travaille en banque, je vois bien les délais, etc. Mais je dis pas que je suis parfait dessus, mais moi dans mon travail des fois il y a du retard, c'est normal. Hein. Mais c'est vrai que nous sur nos opérations, à chaque fois le nombre d'intervenants fait que il y a toujours un moment où il y a une couille et on perd du temps, quoi. Après, je pense qu'on s'améliore parce que du coup, on les voit vite arriver, tu vois. Oui. Au final, oui, mais c'est qu'il y en a de plus en plus. Pas de nouvelles ou pas, enfin, je sais pas de nouvelles ou un truc qui se débloque pas, c'est qu'il y a un problème. Donc là, on essaye d'être. Mais par exemple, Enedis. Oui. Plusieurs gens, par exemple, Enedis nous disait que tout était parfaitement normal, alors que moi, je me rendais bien compte que tout était pas normal. Au final, on s'est retrouvé avec un doublon de dossier, on a dû repartir de zéro. Ouais, donc c'est vraiment compliqué. Ouais, donc là on est sur les OP de bureau et du coup on a fini notre chantier de 9 appartements aussi. Mais sachant que maintenant on doit tout mettre en loc. Donc là on se retrouve avec 20 lots à mettre en loc. Ouais. Bon, c'est un détail de l'histoire, mais ce qui va nous prendre un peu de temps, mais je pense plutôt... d'énergie. En fait, c'est même pas que c'est compliqué, qu'on est inquiet ou quoi, c'est juste que voilà, louer 20 lots,
ça prend du temps. Il y a un peu de travail, ouais. Parce que bon, encore les appartements, ça va à peu près aller parce qu'on va déléguer à une agence. Finalement, je me demande si les bureaux, je vais pas en déléguer un peu à une agence aussi, ça nous fera peut-être un peu gagner de temps. Mais dans tous les cas, voilà, va falloir préparer des pots, va falloir regarder les dossiers des locataires. Il va falloir suivre l'agence. Suivre les agences, exactement. C'est-à-dire que même si vous déléguez, vous devez quand même faire un suivi derrière. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas vous claquer des doigts ou même, bon, nous, la première fois qu'on a eu un appartement, on en a fait une montagne de la mise en location, mais là, du coup, on en a 20 d'un coup, quoi. Ouais. Qui vont à peu près tous tomber en même temps, c'est-à-dire entre mi-août et mi-septembre. Donc on vous dira comment ça se passe pour Oui. vous. Mais après, on sera content aussi parce que ça veut dire que c'est au moment où tout va se louer que ça y est, on va commencer à encaisser les pépettes, quoi. C'est ça, et en plus, en fait, du coup, on se retrouve là à avoir trouvé, la dernière OP nous tombe dessus, honnêtement, c'est un coup de fusil qu'il faut, là où il fallait se presser, du coup, pour dire oui ou non. Pour vous dire, on a versé déjà la com à l'agent IMO, en attendant de signer pour le réserver. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est comme ça que ça marche pour les biens qui sont très rentables. Après, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est l'agent IMO qui s'occupe du séquestre, c'est pour ça. Voilà. Et en fait, là, du coup, pour demander des financements, il va falloir demander. Donc, ça va être forcé. Enfin, on espère que c'est une de ces deux banques qui va pouvoir nous suivre. Mais du coup, il faut leur montrer que les biens pour lesquels on les a sollicités 6 mois avant, c'est déjà loué. Sont loués, donc, parce que sinon, ils vont nous dire. Hop, Enedis, Veolia, tout ça. C'est ça, parce que sinon, c'est logique, ils vont nous dire vous avez pas mis en location les biens, on peut pas vous reprêter, ce qui est normal. Donc, voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on presse tout le monde et qu'en plus, moi, j'ai déjà dit à l'agent immobilier, j'ai dit ok, on achète. Mais vous débrouillez pour justement les notaires qui sont des rois pour nous avoir fait perdre du temps. J'ai dit débrouillez-vous pour que les notaires perdent du temps. Heureusement, l'agent immobilier connaît bien le notaire, etc. Et qu'on se débrouille pour signer le compromis entre début septembre et mi-septembre, qui devrait plus ou moins coïncider avec la mise en location du reste, qui nous permettrait d'aller voir la banque sereinement. C'est ça. Donc on va voir ce que ça donne. Mais du coup, au niveau des objectifs, ça nous ferait le 45e. Julien en voulait 50 avant de partir. Après, c'est un gros lot, faut le dire. Tu vois, en fait, c'est 1 pour 9, quasiment. Non, pas pour 9, mais en gros, c'est un lot qui compte 5-6 lots d'un coup, tu vois. Parce qu'on fait 2700 € de loyer par mois. Oui, bon, voilà. C'est un gros truc. Donc voilà, on sera plus ou moins proche de l'objectif. Donc on est content. J'ai hâte quand même que ce soit fini. Ouais. Parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Ouais, on se dit que le reste de l'année 2024 va être un petit peu plus simple. En fait, on va changer de problème. On va quitter un peu les problèmes de stress de Veolia, Enedis, les travaux, les banques, pour retourner un peu plus sur du stress un peu plus courant, qu'on maîtrise peut-être un peu mieux, de mise en location, négociation avec des preneurs, etc. C'est juste des étapes différentes, mais finalement, je me dis que c'est pas plus mal parce que franchement, les trucs genre Enedis, c'est le pire des trucs. C'est aussi pour ça que on hésitait entre repartir sur une autre OP avec plein d'appartements qu'on rénove, etc. Parce que c'est vrai que ça fait des belles OP. Du coup, on a l'opportunité en plus de repartir sur ça. C'est ça, on a une opportunité également. On commençait à se poser la question, qui était un peu plus chère, donc un peu plus dur à financer. Et puis à nouveau des délais, on savait qu'on repartait pour un an de galère entre Enedis, les travaux et compagnie. Et c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'au moins pour une rentabilité quasiment identique, voire peut-être un peu meilleure. Certes, c'est un peu plus petit en termes de chiffres, mais on loue tout de suite en fait. Et c'est-à-dire que c'est une OP vraiment. Là, on l'a visité aujourd'hui. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'au mois de novembre, on peut avoir un preneur et c'est réglé, quoi. On verra qui a raison. C'est ça. Et oui, et du coup, il y a peut-être une autre dimension. On peut peut-être glisser un peu vers là, c'est que tu as mis pas mal d'argent dans les crypto-monnaies au final. Ouais. J'ai fait un gros DCA, on avait parlé sur le podcast, j'avais commencé fin 2022 et je l'ai arrêté fin 2023, début 2024 je crois, au tout début de l'année 2024. Alors on comptait pas spécialement dessus, et encore heureux du coup, mais c'est vrai parce qu'en ce moment, si vous avez des portefeuilles crypto, vous savez que vous pleurez un petit peu. Enfin moi Macron il a fait bam. J'ai quasiment effacé 2/3 de mes plus-values par rapport au plus haut. Après bon, c'est toujours pareil, c'est un bull run, il y a beaucoup de volatilité, il faut pas regarder le plus haut et le plus bas parce que bon, on n'achète jamais au plus bas, on vend jamais au plus haut. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi lâcher sa petite larmiche sur depuis 15 jours sur les cryptos, mais bon ça va repartir. Moi je regarde un peu. C'est juste au niveau du temps, je pense que moi je m'attendais à ce que ça tombe un peu mieux au niveau du timing. Au final, on n'a pas compté dessus et on a bien fait, voilà. Mais c'est vrai que tu dois comment du coup par rapport aux cryptos? C'est Julien qui regarde tout ça, mais... Moi, honnêtement, vu comme le début de l'année 2024 était parti, je me suis dit, on va partir en ligne droite et en fait, je vais vendre dans l'été. C'était ce que je m'étais dit. Tu vois, c'était la psycho que j'avais en janvier-février. J'étais en mode... Il y a moyen que je vende dans l'été et probablement que nos plus-values des cryptos nous serviront pour la dernière opération de l'année. Et là, vu comme ça se passe
Et vu l'actualité économique, politique et compagnie, notamment aux États-Unis, l'élection américaine qui va arriver en fin d'année, plus les banques centrales qui avaient prévu de faire, je sais plus, elles avaient prévu 8 baisses de taux en 2024, finalement il y en aura peut-être 2. Donc bon, c'est un peu toutes ces inconnues et tous ces changements qui font que pour l'instant, quand on voit le marché des cryptos, on se dit plutôt qu'on sera sur des nouveaux plus hauts fin 2024, début 2025, ou en tout cas qu'on sortira pas avant cette date. Donc un peu comme les notaires et des 10, ça nous décale un petit peu nos projections en termes d'investissement dans cette classe d'actifs. Moi je reste confiant, même honnêtement, même si les cryptos peuvent encore baisser davantage. Là le Bitcoin, je l'ai sous les yeux, il est à peu près à 58 59 000 $, parce que là j'ai le prix en euros il est à 52 000. Donc ça a quand même rebaissé pas mal par rapport au plus haut, mais bon, c'est normal, on respire. Il y a en plus la vente des bitcoins de MTGOX. Vous vous souvenez, dans un épisode, on en avait parlé. Oui. Et là, du coup, ça va arriver, là. En fait, ça a été un peu une bad news qui a fait baisser le marché. Après, c'est toujours pareil, au moment où le marché baisse, c'est aussi parce qu'il y a des prises de plus-value de ceux qui ont acheté tôt, etc. Il y a plein de raisons qui expliquent que ça baisse, mais c'est vrai que grosso modo, la grosse news, c'était les bitcoins de MTGOX reviennent sur le marché parce qu'ils sont en train de rembourser les créanciers. Ceux-ci vont les vendre. Ce qui est d'ailleurs même pas sûr, et en plus souvent ça se fait comme ça quand vous avez des ventes de plusieurs milliers de bitcoins en même temps. C'est souvent des ventes OTC. Donc OTC, ça veut dire que c'est des ventes qui sont faites en dehors du marché. Donc c'est-à-dire que je sais pas moi, si sur Kraken votre bitcoin il a 60 000 $, la vente OTC, le mec il sait très bien que s'il veut vendre 10 000 bitcoins à 60 000 $, en fait il va faire crasher le cours sur Kraken. Du coup au lieu de faire ça, il fait ce qu'on appelle un deal OTC, c'est-à-dire qu'il va demander à des grands fonds qui veulent acheter beaucoup de bitcoins d'un coup, qui pareil, quand un grand fonds veut acheter 10 000 bitcoins d'un coup, s'il les achète sur Kraken, il va faire exploser le prix. Donc il fait un deal avec par exemple peut-être un ETF, BlackRock, j'en sais rien, qui veut les acheter, et en gros au lieu de les acheter 60 000 $ pièce, il va peut-être les acheter 58 000, enfin les vendre, je veux dire 58 000, 55 000, c'est un peu comme ça que ça se fait. Et en fait du coup normalement c'est censé ne pas impacter le marché, même si forcément là il y a des bitcoins qui entre guillemets étaient considérés comme pas perdus mais qui étaient bloqués, qui reviennent un petit peu donner de la liquidité à un marché qui en manquait un peu, qui expliquait qu'il était haut, donc forcément ça corrige un peu. Enfin bon, voilà, c'était la petite explication un peu technique, même si elle est pas parfaite et que toujours pareil, on peut donner plein d'analyses à des évolutions de cours. Mais voilà, tout ça pour dire que pour l'instant les cryptos ça reporte un peu nos projets. Ouais, après, tant mieux peut-être. Moi, je pense souvent que la vie est bien faite, c'est que l'année prochaine, on en aura plus besoin. Donc, oui, et qu'on pourra encore faire des deals immobiliers. Honnêtement, ça ne nous met pas dans la panade, donc tant pis. Enfin, on verra plus tard comment on en sort. C'est ça, c'était le petit point crypto. Ensuite, autre étape importante qui me tarde, la fin des jobs. Exactement. Ouais. Toi, du coup, c'est quasiment acté que t'as ta rupture. T'as fait, c'est pas une rupture conventionnelle, c'est... Moi, j'ai fait une reconnaissance une démission pour reconversion. Exactement, parce que comme on va monter une société l'an prochain, c'est ce que j'ai vu avec ma boîte, qui me permet d'ailleurs de partir quand je veux, en fait, de rien leur demander, parce qu'ils ont voulu faire les rats, ils ont pas voulu signer la RC, ouais. La RC, parce qu'en plus, ce qui est dingue, je sais plus si on avait parlé dans le podcast, mais en gros, ils ont dit on signe des RC que aux salariés qui font des conneries. Oui, mais chez nous ça fonctionne plus ou moins aussi comme ça. Et j'étais là en mode, mais en gros, vous m'incitez à faire de la merde pour avoir ma RC en fait. Enfin, c'était pas très logique, bref, j'ai pas voulu faire ça parce que je préfère partir en bon terme. Et du coup, j'ai dû passer devant une commission, préparer tout un dossier. Enfin, je suis pas encore passé dans la commission, je passerai en septembre, mais bon, c'est pas vraiment moi qui vais passer, c'est mon dossier. Et voilà, j'ai monté le dossier qu'il fallait. Encore une fois, ça a pris du temps, ça a pris des rendez-vous. Mais bon, heureusement, je m'étais pris en amont parce que j'ai commencé au mois de mars. Et ça y est, là, le dossier a été envoyé semaine dernière. Donc on est bon. Donc on est bon. Et moi du coup donc là on est le 12 à l'heure actuelle où on tourne cet épisode, et j'ai rendez-vous le 17 pour mon entretien annuel au travail, et je vais voir comment si j'arrive à le placer. Moi en théorie normalement il devrait dire oui pour la RC, j'ai juste peur qu'ils me mettent plus vite dehors que ce que je ne veux, parce que généralement quand il y a une RC c'est comme ça qu'ils font, parce qu'ils considèrent qu'en gros en fait, ils veulent pas de sabotage ou ce genre de choses, et que si je suis plus assez motivée, tu vois, en gros, je me la coule douce. Et le but, à mon avis, ça va être de me remplacer assez vite. Et donc moi, j'ai juste peur de ça, mais bon, de toute façon, je leur tiendrai tête, ça sera 31-12. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Normalement, ça devrait le faire, j'espère. On aura les coulisses de ta négociation, boum anecdote. Aïe, aïe, aïe.
En plus, j'ai un patron qui est très émotionnel, donc en fait, il faut faire gaffe à ce qu'on dit parce peut vite se vexer ou vite prendre les choses pour lui. Bon, bref, il est insupportable pour ça. Donc, on va voir comment j'arrive à le placer, sachant que j'ai pas mal d'arguments en ma position, même si par exemple je voulais pas partir, en réalité, ça serait difficilement tenable sur mon poste actuel, donc on va voir. Et après, je pense que ce qui est surtout important de dire, c'est que ça devient assez compliqué là, notre job. Parce que bon, vous le savez, on a déjà parlé sur le podcast, vous savez pourquoi on n'aime pas notre job, pourquoi on veut les quitter, etc. Mais en fait, là, étant donné qu'on est dans la dernière ligne droite, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que la motivation y est plus et qu'en fait on attend, bon déjà on l'attend depuis un petit moment entre guillemets la libération, mais là en plus on se sent un peu tenu parce que en théorie si on avait voulu on serait parti plus tôt, là on se force un petit peu pour pouvoir faire la dernière opération de cette année. Moi il y a que Julien qui me tient, moi franchement on me dit je te tiens fermement, t'en fais pas. Non mais voilà, c'était aussi mieux, puis même tu vois faut être honnête aussi en termes de liquidité par rapport à toutes les OP qu'on fait en même temps, c'est quand même mieux qu'on ait encore on va dire nos rémunérations en tant que salarié pour l'instant. Ça nous permet de tirer vraiment jusqu'au bout et c'est vrai que dans l'activité au quotidien, quand vous avez les moments un peu durs de votre job, les moments où que vous aimez pas, moi par exemple il y a des clients, j'ai décrété que je ne les aurais plus au téléphone jusqu'à la fin de l'année. Parce que je les ai au téléphone pendant 3 ans et demi, voire 4 ans même. J'ai pris sur moi pour me dire allez, c'est pas grave, ça fait partie du job, etc. Là maintenant que je sais que je me casse et qu'en fait c'est simple, je suis parti du principe que les clients qui ont toujours été cool, qui ont toujours été vraiment sympas, etc. Je fais un taf nickel avec eux jusqu'à mon dernier jour. Mais alors ceux qui me cassent les couilles depuis 4 ans, alors eux je peux te dire qu'ils peuvent téléphoner autant qu'ils veulent, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Surtout qu'en plus, je fais plutôt une bonne année commerciale. Donc en fait, en plus, tout le monde est content. Et tant mieux, en tant que manager, c'est un peu un avantage parce que bon, je fais beaucoup de télétravail. J'arrive assez tard au boulot, je pars tôt. Je pense que ça, tout le monde l'a vu un petit peu, mais étant donné que mon année commerciale, elle suit et que personne se plaint, ils peuvent pas dire grand-chose, quoi. Moi, pareil, je pense que ça commence à se voir que j'en ai marre. Pourtant, j'essaie vraiment de pas souffler et tout, mais bon... Et vraiment, j'arrive pas à l'heure, je pars pas à l'heure. Genre, c'est vraiment le désintérêt total. Et pourtant, je me force vraiment les heures. Après, mon travail est fait parce que je suis efficace, mais c'est vrai qu'au niveau des heures, je suis pas bonne, honnêtement. Ça fait un mois et demi, je les fais pas. Et voilà, et quand côté télétravail, je vous laisse imaginer. Moi, je fais pas de télétravail en fait. Je rentre chez moi. Donc, bon. C'est vrai que c'est un peu dur et puis moi j'ai peur de me faire coincer parce qu'au bout d'un moment quand même j'ai un poste de responsable donc c'est compliqué de tout gérer en même temps. Faut être plus, t'es mignon. En fait j'ai pas de staff donc c'est compliqué, il y a des trucs que je fais en direct et le but c'est pas que mon staff se barre, enfin le peu de staff qui me reste se barre donc voilà. On va voir comment ça se passe la fin d'année. Okay. Mais en tout cas, de cette fin de salariat qui aura duré 5 ans. Ouais, c'est ça. C'est même un peu plus. Un peu plus. 5 ans et demi, quasiment 6 ans. Donc, on est content. Voilà. On est content. Et hâte d'attaquer les projets de l'an prochain aussi, du coup, dont on vous reparlera plus tard, je pense, dans l'année. On a un peu dit de comment est-ce qu'on se sent pour les 6 prochains mois. On peut peut-être faire un petite aparté sur, par exemple, le burn-out dans l'investissement. Ouais, tout à fait. Alors ça est parti parce qu'on avait préparé 2 petits sujets. Je pensais qu'on allait plus les faire au fil de l'eau, mais en fait, on a un petit peu rush tout ce qu'on avait à dire sur cette année 2024. Mais c'est vrai que... On n'avait pas trop parlé de ce truc-là, en vrai. Rapidement. En fait, parce que c'est pas des choses... généralement, quand on a des problèmes, on n'en parle pas, déjà, pour commencer. C'est ça. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on vous parle de problèmes dans le podcast... c'est des problèmes pas graves. Non. Bon, en tout cas, sur lesquels on vit bien, quoi. Oui. Et là, c'est vrai qu'en début d'année, il y avait eu un problème un peu plus lourd qu'on avait rapidement abordé dans un épisode et que, si, en bout d'anecdote, on a expliqué. On en avait parlé rapidement. J'avais dit que j'avais été un peu malade ou en fait, ça fait partie des choses où des fois dans l'investissement, on peut le sous-estimer un petit peu. C'est en fait de faire un burn-out. Et tu vois, moi par exemple typiquement ça prend une forme complètement inattendue en plus, vraiment. C'est ça, c'est-à-dire que moi je pensais que j'étais c'était pas impossible pour moi de faire un burn-out, mais en tout cas quand je l'ai fait, je pensais que j'étais encore très loin de le faire. Parce que pour moi le burn-out c'était surtout quelque chose de mental, en mode la tête suit plus et tu craches parce que t'as trop de choses à faire, trop de travail et tout. Et en fait moi j'ai fait un burn-out physique, ce qui est assez différent, c'est-à-dire qu'en fait ma tête elle était toujours à fond, j'avais toujours plein d'idées, j'avais toujours plein de choses à faire, j'étais encore motivé, j'étais plutôt en forme d'un point de vue de mes émotions, de mon envie et compagnie, mais c'est mon corps qui m'a dit stop. Après ça aurait arrivé aussi un moment, moi j'ai eu un hiver compliqué, j'ai été malade en continu de
début novembre Ouais. à fin février, je pense. Enfin, vraiment. Après, heureusement, j'ai plus été malade de l'année. Je pense que là, j'ai encore les anticorps. Vous pouvez tous autour de moi, il n'y a pas de souci. Là, ils sont bodybuildés, mais non, j'ai eu un hiver assez compliqué. J'ai été beaucoup malade. Je me suis pas bien soigné parce que vous savez, quand vous êtes malade, il faut aller chez le médecin, prendre quelques médicaments, se reposer. Moi, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je me soigne pas. J'ai eu des compétitions de force aussi en même temps qui m'ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, un petit peu de pression physique parce que voilà, quand vous êtes malade, fatigué, normalement il faut se reposer un peu, lever le pied. Moi j'étais en mode non, il y a la compétition, au contraire il faut que je travaille encore plus dur, et j'ai été jusqu'à prendre un peu de comment on appelle ça, de cortisone, voilà. Bon, on a de la famille dans la médecine qui aide un petit peu pour avoir ce genre de produit. En fait, c'est une mauvaise idée parce que la cortisone, vous le payez un peu plus tard. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'instant T, ça soulage vos symptômes, vous avez plus d'énergie, mais vous le payez vraiment en différé sur plusieurs semaines. Du coup, au final, je suis arrivé à ma compétition, j'étais encore un peu fatigué, j'ai pas fait une excellente compétition. Les vacances de Noël, il y en a quasi pas eu. Enfin, je me souviens même pas ce qu'on a fait aux vacances de Noël. Je pense qu'on bossait. Bah oui. On faisait des visites, on faisait des trucs, enfin je sais pas, mais en tout cas voilà, il n'y a pas eu vraiment de sensation de vacances jusque-là. Janvier est reparti d'attaque, c'est là où on s'est rendu compte que nos projets prenaient pas mal de retard, qu'on s'est stressé beaucoup, qu'on a mis beaucoup de pression, que ce soit à la mairie pour le permis de construire, que ce soit au notaire pour qu'on puisse signer, bref, il y a eu beaucoup d'événements qui nous ont demandé pas mal d'actions. En plus, à un moment donné, on a eu des problèmes sur notre parc locatif, avec des problèmes avec des locataires. Oui, en fait, il y avait de ça aussi, c'est qu'on on en a profité. En fait, l'occasion s'est présentée. On vous parle souvent de ce bien-là. En fait, on s'est retrouvés d'un coup sans locataire du tout dans ce C'est ça, bien-là. tous les locataires sont partis entre fin novembre et début janvier. Donc, pour ceux qui ont suivi l'épisode sur c'est quoi les 3 pires problèmes qu'on ait eu, je crois. Oui. Ouais, alors du coup il y avait les cafards en même temps, au deuxième il fallait refaire l'appart entièrement. Parce qu'il était ravagé. Il était saccagé. Le troisième étage, il était très très sale. Et le troisième étage, il y avait pas mal de travail de nettoyage. D'ailleurs, on remercie ma sœur qui nous a bien aidé. Ouais. Et en fait, le cumulé de tout ça, vraiment, la mairie qui prenait du retard sur le PC, enfin vraiment, t'es parti au ski. Et là, je crois que ton corps, il a dit c'est ciao. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ça en fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mes vacances de Noël ? En fait, j'ai des potes qui m'ont proposé de partir au ski. Ça a été le pire voyage au ski de ma vie, parce qu'en plus, en fait, on a eu un temps dégueulasse. Oui, t'as skié qu'un jour, je crois. J'ai skié 2 jours. Ouais. 2 jours, voilà. Et en fait, à la fin du 2e jour, j'avais les jambes assez molles et en fait j'arrivais plus à descendre les pistes de ski, alors que bon, je suis pas non plus un champion du monde en ski, mais bon, j'ai un bon niveau, et surtout étant donné que je suis assez sportif, en fait à partir du moment où on met sur les skis, je peux skier toute la journée sans aucun problème. Et là en fait je descendais une piste et vraiment je me sentais pas très bien et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et en fait j'étais en train de tomber giga malade, mais je m'en rendais pas compte. Et en fait j'ai été cloué au lit le lendemain. En plus il a failli rentrer et c'est toi qui conduisais. C'est moi qui conduisais. Bon, vous allez dire pourquoi t'as pas laissé tes potes conduire, en fait je sais pas, j'étais tellement mal. C'est sa voiture. Non mais un peu de ça. Puis je me suis dit, j'étais tellement mal que je me suis dit si je conduis, le trajet passera un peu plus vite, tu vois. Enfin bon, bref. S'en est suivi 3 ou 4 semaines, je pense. Ouais. En fait, pour faire un résumé, t'as cramé tes surrénales, en fait, tout simplement. Ouais. Et t'as été malade pendant 3 semaines. C'est-à-dire qu'un soir, je suis rentrée, t'étais sur le canapé, tu me disais, je crois que je suis vraiment pas bien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Et vraiment, Julien fait jamais de sieste ou ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui a peu de sommeil. Au final, tu dors 6 heures par nuit, je pense. Ouais, je peux être en format de 6 heures. Vraiment, ouais. il était dans le canapé, Julien dans le canapé, improbable, et vraiment blanc comme un linge. Je me suis dit, putain, on va finir aux urgences. Et je t'ai jamais vu dans un état pareil. Et là, il a fallu trouver une solution pour te calmer déjà physiquement et mentalement surtout. Ouais, parce qu'en plus, vous savez, dans ces cas-là, c'est que vous allez voir le médecin. Du coup, le médecin, il vous rien, putain. En fait, il vous prescrit plein d'examens. Alors, j'ai commencé à faire tout un tas d'examens pour voir si j'avais pas un truc très grave. Bon, heureusement, j'avais rien de très grave. Mais en fait, le médecin trouvait pas vraiment ce que j'avais. Et en fait, en parlant avec d'autres professionnels de santé, etc., et notamment mon ostéo qui est assez bon là-dedans et qui sait un peu guérir les maladies. Enfin bon, je sais pas si vous connaissez un peu la médecine d'ostéopathie, mais ça c'est différent de la kiné. Enfin bref, c'est pas l'objet de l'épisode. Ouais. Et bref, c'est lui qui m'a un peu expliqué que juste en fait c'était un burn-out physique et que j'avais trop tiré sur la corde. Et le problème c'est que j'ai rien trouvé de mieux à la faire que d'aller changer un chauffe-eau de 150 kg avec mon pote plombier ce jour-là. Enfin un des jours où j'ai été le plus malade. Et t'as failli tomber dans les pommes, je pense, non ? Ah ouais, mais ce jour-là j'étais pas bien. En fait, j'ai rien mangé depuis 3 jours parce qu'en fait j'étais tellement pas bien. Il faut savoir que je ne pouvais plus en avaler. Ouais. Je ne dormais quasiment pas.
tellement que j'étais pas bien. Et plus insupportable parce que du coup forcément on est un couple et en fait il faisait un bordel la nuit, il se levait, après il se recouchait et j'étais là waouh, en fait je me lève demain, calme-toi. Et t'as été en arrêt 3 semaines je crois quand même en tout. Pas 3 semaines en continu, mais ouais, j'ai été en arrêt en entrecoupé plusieurs fois une semaine, etc. Et j'arrivais pas à récupérer, surtout qu'en plus c'est toujours pareil dans ces cas-là en fait, comme votre tête veut pas s'arrêter, par exemple moi j'ai l'anecdote du chauffe-eau, mais il fallait changer un chauffe-eau au 3e étage d'un appartement qui était dans la cage d'escalier. Mon plombier pouvait pas le charger tout seul parce que le chauffe-eau était à 2 mètres de haut et il fallait que je lui donne un coup de main, et en fait on aurait pu le reporter mais ça me faisait chier parce que la locataire elle paye son loyer, alors même si elle avait encore de l'eau chaude, le chauffe-eau il fuyait. Il nous a la cage d'escalier. Plus j'avais pris rendez-vous avec mon pote plombier, ça m'embêtait de le décommander à la dernière minute et que c'est normal, lui il a son compte, il prévoit une journée de taf. Enfin bon bref, dans ces cas-là vous essayez de bien faire et vous avez pas envie d'entre guillemets passer un peu pour le gars qui dit ah non je suis trop fatigué, je reste chez moi, tu vois. ça c'est le genre de truc que je déteste faire. Et j'aurais peut-être dû, parce que du coup je vais aller lui donner un coup de main. Alors heureusement ça s'est bien passé, mon pote plombier m'a dit qu'il a eu très très peur parce qu'il a bien vu que j'étais pas dans mon état normal et que j'ai réussi à rattraper le chauffe-eau, parce que forcément quand on a dévissé le chauffe-eau, à un moment donné il est tombé d'un coup, et en fait j'ai réussi à le rattraper parce qu'en fait faut savoir c'est un chauffe-eau de 150 litres qui avait peut-être 15 ans, qui était rempli de calcaire. Franchement il pesait au moins 100 bombes le chauffe-eau, donc il faut le rattraper à bout de bras et le descendre dans l'escalier sans le faire tomber. Enfin, peut-être que un jour il faudra qu'on poste une photo de où est ce chauffe-eau et pour qu'on comprenne la difficulté. En fait déjà j'aurais été dans mon état normal, c'était pas une mince affaire de le décrocher le chauffe-eau, mais alors dans l'état où j'étais c'était je pense que c'était du miracle. Je pense que mon pote plombier, genre quand on a enfin amené le chauffe-eau à rue, il m'a dit je suis désolé mais j'ai besoin d'une clope, là j'en peux plus. Tellement il était stressé pour moi qu'il avait peur que c'est normal, enfin je suis pas plombier entre guillemets. Imagine, tu tombes sur la gueule, tu tombes avec. C'est ça, surtout qu'il a bien vu que j'étais pas dans un bon jour. Enfin bon bref, c'est une anecdote qui s'est passée ces semaines-là, mais voilà, ça fait partie de ce moment-là. Et en fait, ça a été assez compliqué, c'est-à-dire que j'ai vraiment dû me forcer à m'arrêter entre guillemets et à me forcer à prendre des journées où je faisais rien. Et ça a été hyper compliqué. Donc tu as trouvé plus ou moins une activité qui te permettait de pas... J'ai dû trouver une activité de mon côté qui me permettait de faire un petit peu autre chose et de me redégager du temps et de s'ennuyer aussi, parce que cette fois c'est des trucs bêtes, mais on oublie quand on est comme ça occupé H24, on oublie que s'ennuyer c'est important pour la santé mentale et physique. Et en plus j'ai posé une semaine parce que t'étais tellement pas bien que du coup je suis restée une semaine avec toi pour que voilà, ça aille mieux, etc. Mais c'est vrai que drôle d'expérience, surtout inédite venant de Julien. Ouais, et franchement j'aurais jamais pu l'imaginer parce que encore, en fait on peut se le dire, je sais pas, quand on est... Je veux dire par exemple quand on voit quelqu'un qui est hyper déprimé, qui en peut plus de son taf, etc. et qui dit non vraiment mentalement je peux plus. Ça s'imagine. Et nous, étant donné qu'on était dans nos projets, que moi de toute façon je me disais allez dernière année machin, etc. Mon cerveau il était encore à 400 à l'heure, et en fait que ça soit votre corps qui vous mette un stop en mode non, tu ne te lèveras pas ce matin, non tu ne dormiras pas, non tu ne pourras pas manger aujourd'hui, et qu'en fait tu comprennes pas, parce qu'en plus tu vas avoir des médecins qui te filent des médicaments qui ne marchent même pas, c'est-à-dire que pour me donner un ordre d'idée, on me donnait des antivomitifs qui ne marchaient pas, c'est-à-dire que normalement en médecine l'antivomitif il marche, tu vois, c'est juste que dans mon cas c'était tellement mon corps il était tellement déréglé que surtout qu'en plus je fais beaucoup de sport, j'aime ça, etc. Donc là plus de sport du tout pendant quasiment 3 semaines. Enfin si, un petit peu, mais genre entrecoupé quoi, c'est à dire que dès que je reprends 2 jours, puis à nouveau une semaine d'arrêt, puis hop je fais une séance, puis à nouveau ça va bien, ça va pas mieux, enfin bref il y avait tout, et très très compliqué, je pense 2 bons mois pour m'en remettre vraiment physiquement. Puis notre entourage était vachement inquiet, franchement. Nos mamans elles étaient en folie les mamans les mamans, les sœurs, les frères, tout le monde était inquiet, les amis aussi. Et puis en fait t'as dû apprendre à y aller moins fort, je pense. Je trouve que depuis ça, du coup, t'es un peu plus dosé, tu vois. On voit bien que voilà, prendre du recul quand il faut prendre du recul. Tu m'énerves moins aussi. Tu t'énerves beaucoup moins. Des fois j'accepte que les choses prennent du temps. Alors tu mets un peu plus la pression pour le temps, etc. Mais au final ça fait moins une montagne qu'avant, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc faites gaffe quand même, ça arrive. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est à ceux où vraiment j'aurais jamais. C'est ça. En fait, je pense que c'est la morale de cette histoire, c'est que voilà, c'est
en fait, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'arriver au bout, mais vraiment, quand on Si dit... vous cannez avant, ça ne marche plus. Exactement, et c'est surtout que quand on dit que la santé c'est primordial, en fait c'est vrai, et qu'on s'en rend compte surtout le jour où elle commence C'est trop, à s'échapper un peu. Donc franchement, l'investissement, vos projets, etc., donnez-vous à fond. Hein. On le dit toujours autant dans ce podcast, et franchement, quand j'ai des retours d'auditeurs et que je vois qu'ils passent à l'action, etc., franchement ça nous fait vraiment plaisir parce que on essaie de transmettre une certaine énergie, une certaine positivité, et puis franchement, bon, on va pas faire de politique ici, mais on vit dans un monde où plus rien n'a de sens ni de saveur pour notre génération. Enfin, je veux dire, on est l'Occident tout entier aujourd'hui n'a plus envie de vivre. Je veux dire, il y a tellement de gens autour de vous qui sont déprimés. On voit les Français, on est le premier peuple qui consomme des antidépresseurs. Enfin, vraiment, on est dans une société où regardez dans votre entourage. Après, normalement, si vous avez bien choisi votre entourage, tout le monde est bien dans sa vie. Mais allez, regardez peut-être dans votre entourage moins proche, regardez dans votre famille qui vit bien, qui est heureux, qui fait ce qu'il a envie de faire dans la vie. Très peu de gens, très peu de gens. Et l'investissement, les projets, l'entrepreneuriat, c'est des solutions pour déjà donner un peu de sens à sa vie dans un monde où très clairement les métiers du tertiaire, il n'y a plus aucun sens. Donc investir, entreprendre, ça vous permettra d'occuper vos journées avec des choses qui peuvent vous plaire, même si je vais dire que moi j'ai un peu de mal avec l'entrepreneuriat passion. Parce que pour moi la passion c'est vraiment quelque chose que c'est un loisir, moi je l'associe plus à loisir, alors que ça reste du travail, mais je veux dire c'est du travail utile où tu vois où tu vas et tu sais pourquoi tu le fais, donc on s'encourage à y aller à fond, mais ne détruisez pas tout non plus à cette fin-là, c'est-à-dire pensez à vous, pensez à votre santé, prenez le temps de le faire. Ça c'est aussi le problème un peu d'internet et de l'instantanéité. Après ça n'a pas trop été mon cas, mais je veux dire ça peut aussi dans certains cas jouer, c'est-à-dire que si vous voyez un gars qui fait des trucs de fou en un an, vous dites pas que vous allez faire pareil, parce qu'en fait malheureusement les choses prennent du temps, et moi dans mon cas c'est que je décidais pas de laisser assez de temps, et un peu comme on est dans la société de l'instantanéité, on a un peu de mal avec se laisser du temps, accepter que les choses ne viennent pas de suite. Et c'est pour ça que prenez quand même du temps pour vous, prenez des vacances, détendez-vous un peu. Oui, puis doser en fait, tout n'est pas que travail. Tout n'est pas que travail. J'ai un très bon pote à moi qui m'a dit objectif, et en fait du coup il me dit on n'a pas de plaisir, enfin en gros on met à balle d'argent de côté, on se permet rien et tout, et j'étais là gros tu vas pas tenir en fait, donc non, trouve-toi d'abord une activité, enfin mène ta meuf au resto, je sais pas, mais enfin dose en fait, parce que être acharné alors c'est bien, mais en fait au bout d'un moment tu tiens plus quoi, donc oui, petite leçon de vie sur le burn-out dans l'investissement, parce que ça existe, et ça existe, évitez-le au maximum. Sinon après et est-ce que tu voulais faire un point rapide sur un autre épisode. Je voulais qu'on parle un petit peu de l'effet de levier, etc., parce que c'était en lien un peu avec notre année, mais écoute, il est noté. On repartira de ce sujet-là bientôt. Et voilà. Je pense que ça fait une bonne conclusion pour cet épisode. Ça résume déjà pas mal notre demi-année 2024. Et en tout cas, on est très content que vous nous accompagniez à travers les podcasts dans cette aventure qu'on espère. C'est un chapitre qui est bien, on va pas se plaindre, hein, mais on est impatient aussi de tourner la page et d'attaquer le chapitre suivant. Grave. Bon, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes d'écoute, à nous mettre 5 étoiles. À partager ce podcast, que vraiment, en fait, j'ai retrouvé dans les stats, et même pour nous, ce qui permet à notre podcast de se développer le plus, c'est les envois de donc les auditeurs qui partagent notre podcast à leur entourage, à des gens qui savent à qui ça peut plaire, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, on vous en remerciera jamais assez. C'est comme ça que vous nous faites découvrir et que on gagne des auditeurs chaque semaine. Donc franchement, c'est top. Un grand merci à vous. Vous êtes une équipe de fous. Et on continue. Ça marche. À très bientôt. Ciao.